Nofalline, une histoire mondiale et de tout le temps des saints sur les pentraid. Le livre est publié en italien, mais nous espérons qu'il pourra avoir une édition, une traduction française. Giorgio est un auteur de livres, mais aussi il était directeur de la Rivista della Montagna en Italie par Longan. Et il est skipper, il est alpiniste, il est surtout un skieur. Et il a écrit un livre qui pour lequel a utilisé plusieurs années de travail. Et je laisse à Giorgio, à Bernard Damy, à Dédé Anzeboui et à Anselmo de parler de leur expérience et des livres. Merci. Oui, donc je vais intervenir très rapidement en premier, simplement pour ajouter que Giorgio Daidol est très connu en Italie et en Europe pour avoir été très tôt le promoteur avec un Norvégien qui s'appelle Morten Haas, le promoteur donc du ski télémarque. Et il faut savoir que Giorgio donc, a fait du ski télémarque sur la planète entière, en Himalaya, en Antarctique, partout. Et donc, il a une pratique du ski qui est tout à fait intéressante et qui fait qu'il s'est intéressé de plus en plus à toute cette pratique du ski extrême qui est sans doute est devenue aujourd'hui une des formes de l'alpinisme peut-être les plus dangereuses, puisque tous ces skieurs n'ont pas de corde. Le titre même du livre, c'est « Il ne faut pas tomber ». Et donc, pratiquer cette façon de faire du ski est pour moi très proche de ce qui se passe. Il escalade rocheuse et solitaire. Voilà. Je rapprocherai ça aussi de la pratique de la randonnée pédestre dans les préalpes calcaires ou dans les Dolomites. Très souvent, on se retrouve en situation de ne pas avoir à y tomber. Voilà. Donc tout ça, c'est des façons extrêmes pour moi de les pratiquer, mais qui conduisent à une perception de l'expérience et de la montagne qui est tout à fait spéciale, et je pense que d'autres vont pouvoir en parler. Merci Bernard. Et à propos de télémarque, il y a bien sûr un chapitre dans le livre sur le ski de pentraid qui parle de télémarque. Et ça a été pour moi une vraie recherche par tous les pays, surtout aux États-Unis, parce que j'ai découvert des grands skieurs qui ont fait des lignes de 50 degrés au plus à télémarque. Et ici, on a Anselmo, que tout le monde connaît comme grand skieur de ski extrême, qui a fait à télémarque des courses comme le Spencer, comme le col. Le Spencer, ça suffit. Donc, ce livre a pour moi été une vraie recherche comme enthousiaste. Et bien sûr, j'ai travaillé beaucoup sur le texte que je vais préparer
au temps de Patrick Valençon, de Jean-Marc Boivin, de Sylvain Saudan, sur le numéro spécial de la revue de la montagne qui s'appelait Dimension Ski. Et voilà, je suis parti de ça et j'ai développé cette recherche soit dans le passé que dans le présent. Dans le passé, parce que j'ai découvert que le ski de pentraide a toujours été fait. Quand le ski est arrivé dans les Alpes, au début de 900, il y a des descentes de 45-50 degrés, soit en Autriche, soit dans les Alpes françaises, de tout niveau, et aussi dans les Alpes italiennes. Par exemple, la descente de Sartorelli, comment s'appelle, bon, bah, je ne sais plus le nom, descente de 45-50 degrés fait avant la guerre, donc 1930-1935. Et puis j'ai développé sur le présent. Il y a un gros chapitre, presque la moitié du livre, qui est il s'agit d'interviews à les skieurs qui pratiquent le ski de pentraide maintenant. Il y a une partie dédiée à l'Himalaya, et les skieurs qui ont fait plusieurs lignes dans les Himalayas sont dans ce chapitre, et il y en a des autres qui sont, disons, dans le chapitre sur les Alpes. Et ce que je veux dire est que, pour moi, faire des interviews aux skieurs a été une vraie une façon de connaître des gens de très haut, avec qui j'ai sympathisé, sont nés des amitiés. Et pour le passé, j'ai ouvert des trous. Par exemple, l'interview à une légende du ski extrême comme Anselmo et à Dédé Anzewi, qui a fait la nord du Cervin. Et voilà, pour moi, ce sont été trois années de travail, mais disons de passion, de grande passion. Je suis ouvert à toute question de votre part, mais je voudrais passer la parole à Anselme et à Dédé, parce qu'ils sont les vrais protagonistes de ce livre. Merci. Bonjour. Bien sûr qu'il est modeste parce qu'il a fait un travail mais considérable. C'est une vraie Bible et il est lourd, le livre. Donc, lourd d'écrits justes, vérifiés. Toutes ces premières ou autres ont été vraiment très bien écrites. Et je dois dire qu'il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu pour le ski, qu'on appelait aussi ski alpinisme au départ, qui est devenu un peu ski extrême après. Mais donc pour ça, il y avait des récits, il y avait quelques livres personnels. Alors que Giorgio a, comme ça a été dit, a parcouru le monde entier, surtout en télémarque, mais il est, quand on parle de passion, c'est vraiment la passion, parce que il y a au moins 5 ans qu'il travaille uniquement pour ce livre, mais il y avait tout ce qui avait été connu avant par lui et pratiqué. Donc, c'est un livre qui est unique. Moi, j'appellerais ça une Bible, parce que du départ, comme il l'a dit, mais jusqu'à ce printemps dernier, où il y a eu quelques descentes sur les 8000 par les jeunes, évidemment, qui ont été pratiquées et réussies. C'est exceptionnel, ces descentes-là, mais maintenant ça devient un petit peu plus courant pour les jeunes, c'est vrai, mais lui, il a pu mettre toutes les premières, toutes les grandes descentes qui ont été faites tout récemment. Donc depuis longtemps, jusqu'à l'actualité. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, bien sûr qu'on n'est pas très nombreux à parler du ski de pentraide ici dans la salle, mais vous pouvez carrément le dire aux jeunes intéressés que c'est vraiment un livre qui a tout. Et on apprend beaucoup de choses aussi. Et il a notamment mis tous des gens, enfin des jeunes de l'époque qu'on ne connaissait pas nous, qui ont pratiqué beaucoup, des Tyroliens du Sud, des Italiens donc,
des Autrichiens, des Américains, enfin tout le total. Et je ne crois pas qu'il en ait oublié beaucoup, hein, parce qu'il a fait un travail de recherche extraordinaire. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir Giorgio comme ami. Au sujet du télémarque, ben, c'était sympa parce que quand on se retrouve en télémarqueur, ben, il y a une sorte d'union, quoi. J'ai recommencé le télémarque et essayé de faire pratiquer un petit peu aux stagiaires de l'ENSA dans les années 80 et quelques. Donc je remets un petit peu en route, on peut dire, avec d'autres copains de Saint-Gervais. Et puis, oui, une fois, j'allais souvent en télémarque avec les stages de ski qui concernaient les aspirants guides ou les guides. Et une fois, j'étais au Spencer avec les télémarques. Alors, bien sûr, c'est des skis de 2,15 m, hein, je sais pas. On ne prend pas des petits skis quand même. Mais dans les premières compétitions que j'ai beaucoup fait, les championnats du monde aux États-Unis, à Aspen, en Norvège, en Suède, en Suisse, en Italie, on avait à l'époque la règle, c'était d'avoir des skis forcément longs, avec une longueur vérifiée, et puis étroits. Des skis étroits qui étaient à peine plus larges, on les appelait les skis nordiques, à peine plus larges que les skis de fond. Et donc, skier en hors-piste avec des skis de 2,12 m, 2,15 m et 2,12 m pour les dynamiques, ils faisaient dynamique atomique, ils faisaient cette longueur-là. Et la compétition n'était uniquement possible qu'avec ce règlement-là. Alors, bon, assez vite, moi j'ai mis des fixations sur des skis de slalom avec lesquels je pratiquais. Donc c'était de 2,7 ou de 10. Et là, ça allait mieux. Maintenant, le télémarque est pratiquement utilisé que par des côtes normales de ski, c'est-à-dire des skis de rando. On peut mettre des fixes de télémarque dessus, il n'y a aucune importance. Il n'y a pas de règlement pour les compétitions. Et le ski de compétition en télémarque, et maintenant, va être normalement aux Jeux Olympiques. Il y aura des épreuves également. Alors, le télémarque, c'est beau à voir, c'est vrai, mais c'est aussi une pratique qui nous permet de faire des courbes magnifiques et rondes. Parce qu'en télémarque, sauf dans les pentes très très raides et glacées, sinon on ne fait pas de dérapage. En télémarque, c'est un petit peu comme l'image du camion, du semi-remorque. Il y a l'avant et l'arrière. Et donc, le fait d'avancer le ski extérieur fait en sorte qu'avec le ski intérieur, on a défini la courbe, sans dérapage. Alors qu'à ski, peut-être un peu moins maintenant avec les skis paraboliques, mais sinon il y a un dérapage, surtout en pente raide, on dérape et on tourne. Et ça, pour la compétition, la ligne, quand est apparu le snowboard, c'est-à-dire, on appelle ça le smurf ou le surf, les gens disaient « Oh oui, mais tu vois la ligne qui fait ». Oui, mais en télémarque, il est encore plus pur. Il n'y a pas de dérapage. Voilà. Oui, alors, avant tout, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici à Passy. Et principalement, merci Giorgio de m'avoir permis de venir découvrir cette Bible, cet énorme ouvrage qui va faire référence, je pense, pour de nombreuses années, pour les gens qui s'intéressent à faire un peu de ski, de pente raide, depuis le début jusqu'à ce jour et même pour après. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Après Anselme, il a tout raconté. Hein. C'est difficile après lui. Je voudrais quand même aussi remercier les personnes qui sont venues nous écouter ici. C'est gentil, merci. En ce qui me concerne, la personne que j'ai connue en Giorgio Dedola, c'est un homme pour moi fantastique. Avant tout, je l'ai connu comme un journaliste italien par téléphone, très agréable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Il ne me connaît pas, moi je ne le connais pas. Et je ne sais plus de quoi je parle quand on parle de ski de pente raide. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'en fais encore un petit peu. J'en fais maintenant avec des clients. C'est aussi une autre dimension. Pour revenir sur Georges, suite à différents téléphones que nous avons eus, il m'a informé qu'il allait certainement écrire un livre qui est aujourd'hui ici,
no fall lines, ça veut dire que c'est des lignes où il faut éviter de tomber, parce que si on tombe, on n'est pas là pour en parler. Alors merci Georges déjà pour rendre les futurs skieurs de Pentraid attentifs, déjà dans ton titre, qui est merveilleux. Et je te remercie pour ça. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Georges chez moi. Il est venu, il s'est déplacé à Roland en Suisse. C'est un tout petit village à 2000 mètres d'altitude que la grande partie des skieurs, des alpinistes comme Anselme connaissent très très bien. Je vois dans le public aussi Catherine d'Estivel, merci beaucoup. Et puis je voudrais encore une fois dire à Georges que je tiens qu'à le féliciter d'avoir eu la patience, Anselme le disait, de prendre 5 ans, voire certainement d'en serrer peut-être même plus, peut-être une dizaine d'années, pour regrouper tous ses écrits, les connaissances qu'il a par rapport au ski de Pentraid, à l'évolution du ski. Pour moi, c'est très important. Il y a des personnes qui sont là, certains qui sont encore en vie, d'autres qui sont malheureusement plus là par l'âge, par accident, mais tout est regroupé avec l'intitulé de la personne, du skieur, et avec une énorme recherche. Il le disait avant qu'il avait eu beaucoup d'aide de la part de son épouse. Je tiens à la féliciter aussi ici, parce que pour faire cette mise en page avec une recherche, pour retrouver la bonne personne à la bonne page dans un bouquin comme ça, eh ben, il faut du courage et beaucoup de mérite. Je voudrais quand même l'appuyer tout seul pour ce qu'elle a fait. Merci à ta femme, Georges. Pour peut-être terminer, je voudrais aussi rajouter quand même une chose. On a parlé beaucoup de télémarque, on a parlé de l'évolution des skis de 2m15, pardon, de 2m12, 2m10. La largeur des skis que j'ai utilisé au début faisait 6 cm, c'était un peu plus large que ce que tu utilisais, Anselme. Mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution après avec les paraboliques qui sont arrivés dans les années 90, 95, et ce qui a permis peut-être cette évolution en termes de gestion des virages. Les virages qu'on fait aujourd'hui, quand on parle de Vétrine, quand on parle de Siro, quand on parle de Sami Intermaten, ces gens-là, il ne faut pas les oublier parce que c'est des gens pointus, perfectionnistes, au même titre que Giorgio qui a écrit le livre. Et je voudrais quand même qu'on ait une pensée aussi pour eux, pour l'avenir, parce que c'est les futurs porteurs de tous les emblèmes, de tous les pays qui aiment le ski et ceux qui viennent le pratiquer dans ces pays. Alors pour tout ça, et pour l'invitation, je vous dis encore merci à tous. Et puis je repasse la parole, je pense à Giorgio. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup d'aider. Et je suis très content de vous avoir fait des interviews, des entretiens directs, parce que ça m'a plongé vraiment dans un monde que je connaissais, mais que je voulais rendre plus profond, plus comprendre mieux. Et tous mes interviews sont datées à la fin du 2024. Et, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une interview à Boris Langestein, qui est dans le livre, pour sa grande performance sur la Rupal en langue parbat. Et donc, je pense déjà à une prochaine édition de livre mise à jour avec le 2025. Et il est bien de dire que j'avais connu Anselme Beau au temps de Patrick Balançang, avec qui je fais beaucoup de ski, pas du ski extrême, mais du ski de Pentraid. Et je connu Dédé pour ce film qu'il avait présenté à Trento dans les années 80, Skieur du Ciel. Et maintenant, il a fait un nouveau film qui est encore plus beau, encore plus moderne. Et donc, je suis très content d'avoir lié une amitié avec eux, et je ne peux que leur remercier des beaux mots qu'ils ont dit pour mon livre. Et seulement une chose à propos du télémarque, je veux seulement dire que un des meilleurs skieurs de Pentraid à télémarque est à nouveau un Français, c'est Michel Azaban, que personne ne connaît parce qu'il n'est pas dans les revues, mais il a fait des choses vraiment incroyables, et dans le livre, bien sûr, j'en parle.
Et puis je me suis inspiré à faire ce livre par un grand livre fait par Dominique Potard, édition Guérin, qui s'appelait Skieur du ciel. Le livre de Potard, c'est Skieur du ciel. Et voilà, ce livre était très lié au skieur français. C'est un très beau livre, mais il est daté parce qu'il a déjà 15 ans. Et donc, je suis parti de là et je l'ai développé aux skieurs de tout le monde. Mais même si le livre couvre soit l'Amérique, soit la Nouvelle-Zélande, soit tous les autres pays de l'Europe, pas seulement la France, je voudrais dire que la majorité des skieurs sont toujours francophones. Le ski extrême est né ici à Chamonix, dans les Alpes, au jour du Mont Blanc, et voilà, et je crois qu'il est resté fort avec ses racines ici. Et donc, la majorité des skieurs, je veux dire, 40% des skieurs dont je parle de 600 skieurs, et les interviews sont à environ 120, non? Mais la majorité de ces skieurs sont francophones, soit français, soit suisses. Et je veux encore souligner que dans le livre, il y a une dernière partie, il y a deux parties terminales sur l'évolution de la technique et sur l'évolution du matériel. Le chapitre, oui, chapitre spécial sur ça. Et pour ce chapitre, bien sûr, j'ai demandé soit aux skieurs que je faisais des entretiens, soit aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de la grande évolution du matériel et ce qui est lié au matériel, bien sûr, à la technique. Et donc là, je crois qu'il y a beaucoup à travailler. J'ai lu beaucoup les textes, soit les textes de Anselmo sur ce point. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau dans ces derniers chapitres. Et encore, le snowboard. Le snowboard est présent dans le livre. Là aussi, les snowboarders français sont, disons, les plus nombreux. Bien sûr, on ne peut pas partir, on ne peut pas faire un livre sans parler de Marco Siffredi. Et là, je me suis lu tous les livres qui ont été écrits sur Marco. Et j'ai fait la même chose pour tous les skieurs. J'ai tout lu. Et puis, pour ceux qui, bien sûr, sont vivants, j'ai demandé des interviews. Pour les autres, voilà, il y a comme Marco, il y a seulement cette analyse des documents que leur parle. Puis j'ai eu la chance de skier avec un grand snowboard qui est Bruno Rouvi, qui malheureusement n'est plus là, et n'est plus ici. Et voilà, il y a Bruno Rouvi, il y a toute l'histoire de Jérôme Ruby, de André Pierrem, de Xavier Delarue, bien sûr, et puis des snowboarders italiennes comme Davide Capozzi. Il y a un gros chapitre sur la vallée d'Aoste, le ski extrême dans la vallée d'Aoste, le ski de Pentred dans la vallée d'Aoste, qui, à différence de Chamonix, est, disons, n'est plus si vivant. Tandis qu'ici, il y a encore un gros nombre de skieurs qui font du ski à haut niveau. Dans la vallée d'Aoste, je crois qu'il y a eu des accidents très graves et ça a porté à avoir un numéro de skieurs inférieur. Et pour dire, si vous avez des questions à me poser, par exemple, le chapitre sur le ski américain, sur le ski aux États-Unis, au Canada, bien sûr, beaucoup d'Européens ont fait des grandes descentes au Canada et aux États-Unis, en Alaska. Mais dans ce chapitre, je voulais parler de l'histoire du ski né en Amérique. C'est-à-dire, je suis parti d'un livre qui est une Bible, qui est Wild Snow de Lou Dawson. Et en parlant avec Lou Dawson, il y a une grande interview à Lou, j'ai parlé de toute l'histoire de cette grande
développement du ski de pente raide aux États-Unis et au Canada. Et avec des skieurs comme Thor Spinstedt, je n'arrive pas à prononcer le nom, qui maintenant habite à la Grave. Et je lui ai demandé pourquoi tu vis à la Grave. Et je lui ai dit parce que c'est le meilleur ski du monde. Et je rappelle que Thor a fait le Mount Robson, qui est considérée la plus grande, la plus difficile descente qu'il y a dans le Canada. Et voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Télémarque. Oui, c'était Rabbit on the Roof. Rabbit on the Roof. Voilà, c'est lui qui fait des skis en bois, samedi, et qui a un excellent télémarqueur. Il faut aller le voir. Samedi, ils connaissent. Très bon. Très bon. Ah oui, c'est magnifique. C'est un Américain de bon côté américain. Non, il a toutes les qualités. Il est gentil, il travaille à perfection les skis. C'est bien un régal de skier avec ses skis, en bois, uniquement en bois. À part des carrières. Et il aurait dû être. Bon, je n'ai pas pensé à lui dire de venir, mais il fabrique des skis, vous avez vu, dans la plaine des Pras, au virage, avant d'entrer dans le hameau des Pras, dans le village. C'était une série qui a brûlé il y a quelques années, donc il avait racheté ça avec le célèbre alpiniste, enfin bref. Et puis il a tout refait. C'est magnifique, il faut aller visiter son atelier, c'est quelque chose. C'est pas Salomon, hein. C'est tout à la main et il fait des skis comme on veut, les côtes qu'on veut. Mais c'est lui qui propose les meilleurs skis. Le ski avec, hein, c'est magnifique. Hein. Non. Ils sont tellement doux et moi, il y a 5 ans que je mets une paire que je skie presque tous les jours d'hiver avec, sauf quand il y a trop de cailloux, pour ne pas les abîmer trop. Et ils ont toujours autant de nerfs. Ils sont magnifiques. Le concours des guides de printemps, je le fais avec ces skis-là. Bravo. En slalom. Même bébé, maintenant, utilise le ski fait par un artisan. Exactement, c'est un copain. Oui. Ton ami. Ouais. Aussi un guide de montagne qui fabrique des skis en balai. D'accord. Ouais. Il s'appelle Justin. Il a fabriqué un ski qui s'appelle Justin Ski. Juste avant de venir là, j'ai regardé la liste de skieurs en pente raide. Et il me semble d'avoir vu seulement des noms de mâles, des masculins. Il n'y a pas de femmes qui vont. Non, il y en a beaucoup. Heureusement, il y en a beaucoup. En principe, on voulait faire un chapitre sur le ski de pente raide des femmes. Mais puisque les femmes font les mêmes choses que les hommes, pourquoi ne pas les mêler? Et on a décidé de les mêler, et je crois que c'est la meilleure solution, parce que le ski de pente raide n'est pas compétition. Dans la compétition, il y a les femmes et il y a les hommes. Quand on fait du ski de pente raide, on est tous les mêmes. Cela ne veut pas dire que les femmes expriment dans leur technique, dans la façon de skier, quelque chose de différent des hommes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs photos de femmes et on voit vraiment une esthétique différente, peut-être moins de force, mais plus d'élégance. Et donc ça, c'est très important. Et les femmes sont très présentes, je ne sais pas, pour faire quelques noms, Tiffaine du Poirier, Lucy Lustenberg, Elisabeth Lustenberg et beaucoup d'autres, soit italiennes, soit françaises, soit américaines. Et donc, voilà, Aurélia
Aurelia... Non, pardon. Chantal Astorga, Christina Lustenberger, Anna Tibor, qui est polonaise, mais elle habite ici à Chamonix. Aurelia Lanoe, il y a une interview à Aurelia qui j'ai beaucoup aimé. Elle a fait le Grand Pic avec, non pas le Grand Pic, le Kascherbrunn, avec Guillaume Pierrel. Guillaume Pierrel, il a une très belle interview. Guillaume Pierrel habite ici à Chamonix. Et il a fait ce très beau film sur l'expédition. Et il a fait avec des femmes, avec Aurélia Lanoe et Tiffaine du Barrier. Pour ne pas dire des femmes qui ne sont plus avec nous, comme Hilary Nelson, le grand Nelson qui a fait plusieurs 8000 et malheureusement au Manaslu, une avalanche l'a porté. Et voilà, il y a toutes ces histoires de femmes et des hommes qui aiment profondément ce qu'ils font et ils croient vraiment dans ce qu'ils font. Puisqu'on est entre nous et qu'on a le temps, sur une petite anecdote par rapport aux femmes skieuses, celle de Marie-Jo Valençon, donc Bijo, qui allait beaucoup avec nous, elle a fait quand on skiait avec Patrick, et une fois on part pour faire le Windper, donc c'était en 73 au mois de juillet, parce que on faisait les couloirs, on faisait les pentraides, plutôt juillet voire août avant, parce qu'on descendait sur la neige dure pour éviter les avalanches, parce qu'on est c'est le début et on était un peu critiqué par soit des guides ou quoi d'aller faire des pentraides, déclencher une avalanche et puis se foutre en l'air. Donc en tous les cas, on aimait mieux, moi qui suis un ancien compétiteur de slalom, j'aimais mieux la neige dure parce que c'est un contrôle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin plutôt que de sauter dans de la poudreuse ou de la neige molle qui est moins difficile, enfin je veux dire qui est moins dangereuse parce que la chute est permise dans la neige molle, pas la neige dure. Donc à ce mois de juillet, c'est pendant le stage de guide qu'on a fait avec Michel Paulet qui est là aussi en 73. Donc on part au couvercle et on démarre Windper un peu plus tard que tous les guides parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de guides qui allaient Windper avec des clients. Donc on part un peu plus tard, mais on les double parce qu'on monte assez vite. Et puis on commence à descendre. Non, avant de commencer à descendre, Bijo, qui était, bon, elle portait ses skis normalement, puis arrivée au milieu du couloir, elle était un peu cuite. Alors Patrick lui a dit, bon, bah écoute, tu t'attaches au rocher, là, et puis on te reprend en descendant, c'est pas possible autrement. Donc on fait notre montée et descente. On croise d'ailleurs des guides qui nous regardaient avec de mauvais yeux parce qu'on leur envoyait des petites particules de neige. Et puis ils étaient un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Il y en a même un qui me dit, il montait avec les piolets comme ça face à la pente. Et puis il y en a un qui me dit, mais vous n'êtes pas dans le bon sens là. Et je dis non, c'est vous qui n'êtes pas dans le bon sens. Vous êtes collés à la paroi. Et nous, on est face au vide, ce qui est normal pour voir devant. Bon, ça c'est une anecdote. Et on a rejoint Bijo, qui était au bout de au moins 2 heures d'attente, un petit peu frigorifié, mais qui met les skis et qui repart avec tout. Et il y avait une mauvaise goulotte profonde à traverser. La neige avait déjà beaucoup coulé au mois de juillet. Et puis elle a planté les spatules, évidemment. Elle est partie à l'envers. Et j'étais un peu en contrebas, heureusement. J'ai vite sauté dans la goulotte. Et puis avec les bâtons de ski à l'envers, c'est important. Sinon, ils auraient cassé directement. Donc je l'ai retenu progressivement et elle n'a pas été plus loin. Mais l'histoire s'arrête pas tout à fait là, parce que quelques jours après, elle est allée voir un médecin. Elle était enceinte. Donc,
chapeau à Mijo déjà. Et puis, c'est pour ça qu'elle était fatiguée. Sinon, elle aurait fait le Winter entier. Voilà l'anecdote. Alors, à sa fille qui est médecin, de temps en temps, on se fait un petit clin d'œil. Parce que je pense qu'elle a envie, grâce à mon intervention. C'est pas pour mettre en valeur, c'est pour l'histoire. Voilà. Merci, je me permets juste de rajouter quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant sur l'évolution du ski, bien entendu du ski de Pentraide. Giorgio, tu ne me contrediras pas. Depuis le début, Anselme l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est avec du télémarque. Il est difficile de faire quasi du vertical avec un télémarque là au pied. C'est quasi impossible de faire un saut tournant aussi rapidement qu'avec un ski normal, même aussi savant soit-il. Après, je me plais quand même à dire que peut-être la période que nous avons vécue, nous deux, à la fin de notre meilleure période, on pourrait peut-être appeler ça encore, je dirais, plus tellement du ski extrême ou de Pentraide. Moi, quand je parle aux gens, je leur dis je fais de la montagne avec des skis aux pieds. Je n'inverse pas les rôles. C'est pas le skieur qui descend la montagne, c'est le montagnard qui descend avec des skis. C'est comme l'utilisation de la corde ou pas d'utilisation. Aujourd'hui, nous avons les jeunes dont vous avez cité les noms tout à l'heure. Ce sont des skieurs fantastiques, ils sont perfectionnistes et ils réalisent des choses extraordinaires où nous-mêmes on mettait peut-être 1h30 pour descendre une face, en 7 minutes ils arrivent à la faire, ils descendent à 120, 110, 120 km/h. C'est la différence. Eux font de nouveau du ski, mais nous on fait de la montagne avec des skis au pied, en tout cas en ce qui nous concerne. Voilà, je voulais juste quand même apporter cette précision. Voilà, merci encore. Oui, c'était le terme qu'on utilisait au départ, le ski alpinisme. C'était une forme d'alpinisme, donc de descendre à ski. Après, on ne pouvait plus parler de ski alpinisme parce qu'il y a les compètes avec les 200 d'eau dans les traces à fond qui a pris le terme ski alpinisme. Alors, tant pis, on a changé. Et puis, les Américains faisaient aussi une épreuve de ski extreme skiing, donc ski extrême. Et c'est passé ski extrême. Et maintenant, freeride aussi. Enfin, ça évolue. Merci, le temps est terminé. Je voudrais terminer en disant les conclusions du livre. Les conclusions du livre, il s'agit d'un film de 10 minutes de Gerhard Bauer qui a eu le Grand Prix au Festival de Trento qui s'appelle La Décision. Et la décision de ce grand skieur, parce qu'on voit toute la descente du Pico Palù qu'il fait vraiment pour le film, mais à la fin, il décide de descendre par la voie normale parce qu'il ne veut pas mourir dans cette descente. Voilà, ça c'est la conclusion du livre et c'est aussi le préface de Stefano De Benedetti. Merci beaucoup et voilà, j'espère que vous aimez le livre.